Humilié en public par ma propre famille lors d'une fête, j'ai choisi de réagir en silence. 4 jours plus tard, je leur ai envoyé une lettre avec une pièce jointe qui a bouleversé leur vision de moi pour toujours. Je m'appelle Émile. J'ai 33 ans. Et jusqu'à cette année, je pensais que ma famille allait bien. Pas parfaite, quelle famille l'est, mais assez décente pour que je ne me pose jamais de questions sur ma place. Nous n'étions pas du genre à nous dire « je t'aime » à chaque fois que nous raccrochions, mais nous célébrions les anniversaires, étions présents pour les fêtes, et échangions de petites conversations sur la météo ou la série Netflix que tout le monde prétendait aimer. J'ai toujours cru que c'était normal. Que c'était ça, la famille. Ce n'est qu'à la fête de départ à la retraite de mon père que j'ai réalisé que j'avais vécu dans une sorte d'illusion tranquille, une illusion qui allait se briser en une seule soirée sous le doux scintillement des guirlandes lumineuses et le bourdonnement des rires polis. Papa a pris sa retraite après 37 ans en tant qu'ingénieur mécanique, le genre d'homme à l'ancienne qui garde encore ses outils huilés et rangés par ordre alphabétique. Il méritait un véritable adieu. Et ma mère, méticuleuse comme toujours, a organisé une fête dans le jardin qui aurait pu servir de réception de mariage. Elle a réservé un traiteur, loué ses tentes blanches qui ondulent au vent, et a même fait installer une de ces arches de ballons dorés fantaisie qui est plaît, félicitations, papa. C'était le genre d'événement où tout le monde portait des sourires comme des uniformes. Serrés, polis, coordonnés. Ma sœur Julie s'est occupée des décorations et s'est assurée que tout le monde le sache. Mon frère Marc a organisé le divertissement, ce qui signifiait principalement se donner une excuse pour monopoliser le micro plus tard. Moi, j'ai conçu le diaporama. Des heures à scanner de vieilles photos, à réparer les bords fanés et à les synchroniser avec les chansons préférées de papa. Personne ne me l'a demandé, mais cela me semblait être quelque chose de significatif que je pouvais faire pour lui. Pour l'essentiel, la soirée s'est déroulée sans accroc. Les gens ont mangé, ri, se sont remémorés des souvenirs. Papa avait l'air sincèrement heureux, un peu dépassé même, ce qui m'a rendu fier. Mais ensuite sont venus les discours. Maman a commencé, gracieuse, posée comme toujours. Elle a remercié tout le monde d'être venu, a loué papa pour son travail acharné et a fait quelques blagues sur le fait qu'elle retrouvait enfin son homme à tout faire à temps plein. Tout le monde a ri. C'était charmant. Puis Julie, toujours l'artiste, s'est levée et a pris le micro. Elle a commencé à s'émouvoir. Bien sûr qu'elle l'a fait. Et tout le monde a poussé des petits cris face à sa sincérité. « Papa, tu as toujours été mon modèle », a-t-elle dit, la voix tremblant parfaitement. « Tu m'as appris à rester forte, à ne jamais abandonner. » Et maman. Elle s'est tournée dramatiquement vers elle. « Tu as été le cœur de cette famille. Tu nous as toujours maintenus ensemble. » Elle a souri autour de la table, ses yeux balayant les invités. Et à mon incroyable frère, Marc, qui a toujours su prendre les devants, prendre des décisions, nous protéger. Tu es incroyable. Tu es vraiment l'épine dorsale de cette famille. La foule a applaudi. J'ai applaudi aussi, juste attendant que mon nom suive, mais il n'est pas venu. Elle a continué à remercier des cousins, des tantes, même sa meilleure amie du lycée qui est pratiquement de la famille. Mon nom n'est pas apparu, pas une seule fois. J'ai ri sous mon souffle, pensant d'abord que ce devait être un oubli. Je veux dire, qui oublie son propre frère dans un discours familial? Mais ensuite, j'ai vu maman hocher la tête avec fierté, les mains jointes, les yeux brillants. Marc a ricané. C'est là que j'ai compris. Ce n'était pas un accident. J'ai essayé de passer outre, vraiment. Peut-être que je réagissais de manière excessive, mais l'air autour de moi semblait lourd, collant, comme si tout le monde pouvait sentir l'omission, mais avait décidé que ce n'était pas à eux d'intervenir. Puis Marc a pris le micro. Il a affiché ce sourire qu'il portait toujours quand il marquait un point contre moi quand nous étions enfants. Vous savez, a-t-il dit en ajustant sa cravate comme s'il allait donner un discours TED. Certains d'entre nous sont nés pour diriger. D'autres, d'autres ne font que suivre. Le rire est venu vite, facile, irréfléchi. Même papa a gloussé. J'ai souri. J'ai applaudi. J'ai même ri un peu, même si j'ai senti quelque chose de pointu se tordre dans ma poitrine, parce que c'est ce qu'on fait, n'est-ce pas? On ne fait pas de scène. On ne gâche pas la grande soirée de son père. Après les discours, j'ai aidé à ramasser les assiettes et les verres, me réfugiant dans les petites tâches.
J'ai empilé les chaises, emballé les restes, et même aidé Julie à charger les décorations dans sa voiture. Elle ne m'a pas regardé une seule fois. Marc non plus. Maman m'a embrassé sur la joue quand j'ai dit au revoir. Comme si tout était parfaitement normal. Cette nuit-là, quand je suis rentré chez moi, je me suis assis sur le canapé et j'ai regardé dans le vide pendant longtemps. Ce n'était pas seulement les discours. C'était ce qu'ils révélaient. La vérité que j'avais été trop poli ou trop aveugle pour remarquer toutes ces années. Je ne faisais pas vraiment partie de leur tableau. J'étais un arrière-plan, fiable, silencieux, oubliable. Pourtant, je ne les ai pas confrontés. Pas tout de suite. Au lieu de cela, j'ai rejoué la soirée dans ma tête encore et encore, essayant de me convaincre que j'imaginais. Mais ensuite, il y a eu la photo de groupe que Julie a postée en ligne le lendemain matin, célébrant les véritables piliers de notre famille. Sa légende disait « Papa, maman, Julie et Marc étaient tagués ». Mon nom ne l'était pas. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi a basculé. Ce n'était pas de la colère, pas exactement, plus comme une concentration calme et délibérée. J'ai réalisé que je ne voulais pas crier, argumenter ou exiger de la reconnaissance. Je voulais qu'ils voient ce qu'ils avaient fait, qu'ils ressentent cette piqûre d'invisibilité avec laquelle j'avais vécu tranquillement pendant des années. Alors, j'ai commencé à réfléchir, à planifier. Je n'avais pas de calendrier ni même une idée claire encore. Mais je savais une chose avec certitude. Quand je déciderais enfin quoi faire, ce ne serait pas impulsif. Ce serait calme, prudent. Quelque chose qu'ils ne verraient pas venir avant qu'il ne soit trop tard. Cela a pris 4 jours. 4 jours de petits SMS de maman à propos du gâteau restant. 4 jours de Marc postant des photos suffisantes avec des légendes comme « la famille avant tout ». 4 jours de Julie envoyant des emails de remerciements avec des petites phrases comme « je n'aurais pas pu le faire sans mon incroyable système de soutien ». Le 4e jour, j'ai ouvert mon ordinateur portable, tapé une lettre et joint un seul fichier. Quand j'ai cliqué sur « Envoyer », je ne m'attendais pas à grand-chose. Juste une petite ondulation, peut-être. Mais ce qui s'est passé après? Eh bien, disons simplement qu'aucun d'entre eux ne m'a plus jamais regardé de la même façon. Et le meilleur, la chose que j'ai jointe n'était pas cruelle ou dramatique. C'était quelque chose de bien plus simple, quelque chose qui les a forcés, pour une fois, à voir exactement qui ils avaient ignoré depuis le début. Mais avant d'en venir à cette partie, je devrais probablement expliquer comment les choses en sont arrivées là. Parce que si vous m'aviez dit il y a un an que ma propre famille se moquerait de moi devant 50 personnes et ferait ensuite comme si de rien n'était, je vous aurais dit que vous étiez fou. La vérité est que cela n'a pas commencé à la fête de départ à la retraite. Cela a commencé bien avant cela. Il y a des années, quand j'ai appris ce que cela signifiait d'être celui qui est silencieux, même enfant, les rôles étaient gravés dans le marbre. Julie était l'enfant prodige. Forte, confiante, toujours en représentation. Marc était le leader, l'homme de la maison en formation. Moi, j'étais l'aide, celui qui faisait que les choses fonctionnent en coulisses. Je réparais leurs ordinateurs, faisais la vaisselle quand maman oubliait. Je restais à la maison pour garder le chien quand tout le monde partait en week-end. Personne ne me l'a demandé. Je le faisais juste parce que c'est ce qu'on fait quand on aime sa famille. On les soutient. Mais quelque part en chemin, cet amour a commencé à ressembler beaucoup à de la servitude. Il y a eu un Noël où Julie s'est disputée avec maman parce que son petit ami n'avait pas été invité. Elle est partie en trombe au milieu du dîner. Devinez qui a conduit 1 heure sous la neige pour la récupérer et la ramener? Moi. Et quand Marc a accidenté sa voiture en terminale, devinez qui l'a aidé à payer les réparations parce qu'il ne voulait pas le dire à papa? Encore moi. On pourrait penser que ce genre de loyauté compterait pour quelque chose, n'est-ce pas? Mais dans ma famille, c'est juste devenu l'attente. Émile va arranger ça. Émile va aider. Émile ne fera pas d'histoire. Alors, au moment de la fête de papa, je suppose que je n'aurais pas dû être surpris. Je les avais entraînés à m'oublier. Pourtant, l'entendre à voix haute, le voir se dérouler en temps réel, m'a fait quelque chose. Cela a réveillé quelque chose. Et c'est pourquoi, 4 jours plus tard, j'ai envoyé la lettre. Mais avant d'expliquer ce qu'il y avait dedans, je dois vous parler de la semaine qui a suivi la fête, car c'est là que le masque a vraiment commencé à tomber, que de petites fissures ont commencé à apparaître dans la façade de la famille parfaite.
Et ces fissures, c'était tout ce dont j'avais besoin. La semaine après la fête de départ à la retraite a été comme une gueule de bois. Non pas de l'alcool, mais de l'humiliation. Celle qui persiste derrière chaque sourire poli, chaque SMS, « Comment vas-tu ?», qui prétend que rien ne s'est passé. Mon téléphone vibrait avec le bavardage habituel de la famille, des photos de gâteaux restants, des messages de groupe sur le retour des chaises louées, même une chaîne de mèmes de marques qui tournaient tous, d'une manière ou d'une autre, autour des blagues sur le leadership. Au début, j'ai essayé de répondre normalement. Des réponses courtes, des emojis pouces levés, un petit « Ah » quand Marc envoyait quelque chose de drôle. Mais chaque mot que je tapais semblait plus lourd qu'il n'aurait dû. Les rires sous la tente, le regard sur le visage de maman quand Julie m'a ignoré. Cela tournait en boucle dans ma tête comme une mauvaise chanson. Puis le 5e jour, je suis allé déposer une boîte d'outils que papa m'avait prêtée. Cela aurait dû être une visite de 10 minutes. Au lieu de cela, c'est devenu le moment où j'ai réalisé à quel point le favoritisme était profond. Quand je suis entré dans l'allée, la voiture de Marc était déjà là. Lui et Julie se tenaient près du garage, riant avec papa. Ils se sont tous arrêtés quand ils m'ont vu, mais pas d'une bonne manière. « Salut », ai-je dit, brandissant la boîte, je les ramène juste. « Oh, Émile !» La voix de maman a flotté depuis le porche. « Nous ne pensions pas que tu passerais aujourd'hui. » Elle l'a dit comme si j'étais un cousin éloigné, pas son fils. « J'ai pensé que je vous débarrasserais de ça », ai-je répondu en posant la boîte. Julie a esquissé un sourire serré. « Tu n'avais pas besoin de te dépêcher. Nous aurions pu les prendre la prochaine fois. » J'ai failli dire quelque chose. Quelque chose de petit mais de piquant. Au lieu de cela, j'ai juste hoché la tête. Marc m'a tapé sur l'épaule en me levant. « Tu as manqué ça ?» a-t-il dit en souriant. Papa parle de réaménager le garage. On en fait une sorte d'atelier-bar. Un espace de rencontre, tu sais. C'est super, ai-je dit. Besoin d'aide pour l'installation ? Il a ri. Non, j'ai ça sous contrôle. La façon dont il l'a dit, ce n'était pas dédaigneux de manière joueuse. C'était une déclaration, comme si mon aide n'était même pas envisagée. Papa s'est éclairci la gorge maladroitement. Ton frère a un bon plan. Je lui ai dit qu'il pouvait utiliser l'ancienne caisse à outils. J'ai pensé qu'elle serait plus utile avec lui qu'à traîner. La caisse à outils, celle que papa et moi avions restaurée ensemble pendant 2 étés quand j'étais au lycée. Je me souvenais de chaque entaille, de chaque charnière remplacée, de chaque soirée passée à polir les poignées jusqu'à ce qu'elle brille. Mais j'ai souri quand même. C'est super, papa. Je suis content qu'elle reste dans la famille. Julie a regardé entre nous, sentant quelque chose. Oh, et nous allons peindre une fresque sur le mur, a-t-elle dit. La petite amie de Marc la dessine. Ça va dire quelque chose comme base familiale ou la famille d'abord. Bien, ai-je dit, ma voix plus ferme que je ne me sentais. C'est approprié. Je ne suis pas resté longtemps après ça. Quand je suis remonté dans ma voiture, je suis resté assis là 1 minute, à regarder la maison. À travers la fenêtre, je les voyais rire à nouveau. Mon rire n'avait jamais résonné dans cet endroit. Pas vraiment. J'étais toujours le silencieux dans le coin, l'aide en arrière-plan. Celui qui partait avant le dessert pour qu'ils puissent profiter de leur soirée sans interruption. C'est là que j'ai réalisé quelque chose que j'aurais probablement dû voir il y a des années. Faire partie de ma famille ne signifiait pas appartenir. Cela signifiait être utile. Et une fois que vous cessiez d'être utile, vous disparaissiez. Les jours suivants, j'ai essayé de me concentrer sur le travail, mais c'était impossible. Chaque fois que j'ouvrais mes emails, je voyais le nom de Julie apparaître dans la chaîne de groupe qu'elle avait créée pour le projet du livre de souvenirs de papa. Elle voulait que tout le monde soumette des photos, des lettres et des souvenirs. Alors, par habitude, je l'ai fait. Je lui ai envoyé 3 photos restaurées de papa m'apprenant à utiliser un tour, une 2 me tenant enfant dans le garage, et un court texte sur la façon dont il m'avait enseigné la patience par la construction. Elle n'a jamais répondu. 2 jours plus tard, elle a posté un aperçu numérique du livre pour que tout le monde le voie. Ma section n'y était pas. Pas une photo, pas un mot. Quand je lui ai envoyé un message en privé, elle a répondu des heures plus tard. Oh, désolé, Émile. Je crois que ton email est allé dans les spams ou quelque chose comme ça.
Je l'ai déjà imprimé, cependant. Visage triste. Peut-être la prochaine fois. La prochaine fois. Comme s'il y allait avoir une autre chance de célébrer la carrière de près de 40 ans de papa. Je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas été en colère. Je suis resté assis là, fixant son message, réalisant avec quelle facilité elle m'avait de nouveau effacé. Le week-end, le reste de la famille a commencé à agir de manière étrangement distante. Pas froid, exactement, juste poliment indifférent, comme si j'avais été discrètement déclassé de membres de la famille à inviter. Puis est venu le dîner du dimanche, le point de rupture. Maman m'avait envoyé un SMS ce matin-là. Nous avons un petit dîner ce soir, juste nous et quelques amis proches. Rien de chic. J'ai failli décliner, mais une petite partie de moi voulait encore croire qu'il restait quelque chose à sauver. Quand je suis entré, l'odeur du poulet rôti et du romarin remplissait l'air. Des rires débordaient de la salle à manger, mais dès que j'ai franchi le pas de la porte, tout est devenu un peu trop silencieux. À table étaient assis maman, papa, Julie et Marc, plus 2 anciens amis de travail de papa. Il y avait 6 couverts. Seuls 5 avaient des assiettes. Je suis resté là une seconde, incertain. Oh, Émile, a dit maman avec vivacité, jetant un coup d'œil à l'espace vide. Nous n'étions pas sûrs que tu viendrais, alors nous n'avons pas mis d'autres assiettes. Il y a de la nourriture dans la cuisine, cependant. De la nourriture dans la cuisine. Je lui ai dit que c'était bon et je me suis assis. De toute façon, Julie a fait un commentaire sur des « invités inattendus » et tout le monde a ri. J'ai souri comme si ça ne piquait pas. La conversation a coulé autour de moi, pleine de blagues internes et de souvenirs dont je ne faisais pas partie. Le collègue de papa s'est penché vers Marc et a dit « Tu dois être fier. On dirait que tu suis les traces de ton père. » Marc a souri, essayant de « Oui, quelqu'un doit maintenir l'héritage. » Maman a souri à cela. C'est vraiment le plus responsable, a-t-elle dit, toujours à prendre les choses en main. Ce fut le moment où quelque chose en moi s'est fissuré. Pas d'un coup, mais comme du verre sous une pression lente. J'ai pensé à chaque fois où je les avais couverts, aidés, défendus. Chaque moment où j'avais été invisible. Alors je suis resté assis tranquillement pendant qu'ils portaient des toasts, pendant qu'ils riaient du leadership familial et du passage du flambeau. Puis je me suis excusé pour aller aux toilettes et je suis resté là, fixant le miroir pendant longtemps. Ce n'était pas de la colère que je voyais sur mon visage. C'était de la clarté. Quand je suis ressorti, la table était à moitié débarrassée. Personne n'avait remarqué que j'étais parti pendant près de 10 minutes. Cette nuit-là, quand je suis rentré chez moi, j'ai de nouveau ouvert mon ordinateur portable. La lettre que j'avais rédigée restait inachevée à l'écran. Elle avait commencé comme quelque chose de poli, une réflexion, une demande d'être traitée avec un respect élémentaire. Mais en la fixant, j'ai réalisé que les mots ne suffiraient pas. S'ils ne pouvaient pas voir ce qu'ils avaient fait en langage clair, je devrais le leur montrer. C'est alors que l'idée de la pièce jointe m'est venue. Ce n'était pas quelque chose de malveillant. Je ne voulais pas de vengeance pour le plaisir de la douleur. Je voulais juste qu'ils affrontent la vérité qu'ils avaient passé des années à ignorer. Alors, j'ai commencé à travailler dessus. J'ai ressorti de vieilles photos, des emails, des captures d'écran, des souvenirs, chaque petit moment qui racontait la véritable histoire de qui j'étais dans cette famille, les choses qu'ils avaient oubliées ou fait semblant de ne pas remarquer. Et en compilant tout, j'ai remarqué un schéma se former, un schéma que même moi je n'avais pas entièrement reconnu avant de tout juxtaposer. Le schéma n'était pas seulement du favoritisme. C'était un effacement délibéré. Des photos où j'avais été recadré pour un meilleur cadrage. Des SMS où mes contributions n'étaient reconnues que par l'intermédiaire d'autres. Des projets que j'avais construits ou payés attribués à quelqu'un d'autre. Et puis, niché dans un vieil email de groupe, j'ai trouvé la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Un message transféré de Julie à maman et Marc datant de plusieurs mois. L'objet disait, à propos d'Émile. Elle avait écrit, « Je sais qu'il veut bien faire, mais honnêtement, je pense que le garder à distance est mieux pour tout le monde. Il est toujours si sensible, et ça complique juste les choses. Nous avons besoin de paix, pas de drame. Gardons les événements simples. » Maman avait répondu, « D'accord. Tu sais comment il est. Mieux vaut garder les choses légères. » La réponse de Marc n'était que de 2 mots, moins de tracas.
Je suis resté là longtemps, fixant ces 3 emails, les mains tremblantes. Non pas de choc, mais de la réalisation qu'ils ne m'avaient pas ignoré par accident. Ils avaient choisi de le faire. Ce fut la nuit où j'ai terminé la pièce jointe. Et le lendemain matin, j'ai imprimé la lettre. Ce n'était pas en colère ou dramatique. C'était calme, presque clinique. Je les ai remerciés de m'avoir montré ma place. De m'avoir appris ce que la famille signifiait vraiment, même si ce n'était pas ce qu'ils avaient voulu. Puis j'ai joint le fichier, l'ai intitulé « Perspective » et l'ai envoyé au groupe de discussion familiale. Dans les 10 minutes, mon téléphone a commencé à vibrer. Un par un, les accusés de lecture sont apparus. Puis le silence. Et ce silence m'en a dit plus que les mots ne l'auraient jamais pu. Mais ce qui est venu après, comment ils ont réagi, ce qu'ils ont dit, ce que cela a changé, était quelque chose que je n'aurais jamais pu prédire. C'est là que tout a vraiment éclaté. Quand j'ai cliqué sur « Envoyer » cet email, je pensais qu'il y aurait des cris. Peut-être une avalanche de SMS ou d'appels téléphoniques défensifs, ou au moins une tentative d'arranger les choses. Au lieu de cela, j'ai eu le silence. Un silence épais et résonnant qui s'est étiré dans la maison comme un brouillard. Au début, j'ai pensé qu'ils ne l'avaient peut-être pas lu, mais j'ai vu les accusés de lecture. Julie l'a lu, Marc l'a lu, maman l'a lu, papa l'a lu, et puis rien. Pas de réponse, pas d'excuses, pas de questions, juste rien. Pendant 2 jours, j'ai gardé mon téléphone près de moi, vérifiant toutes les quelques minutes, attendant quelque chose, n'importe quoi. Le 3e jour, j'ai arrêté de vérifier. Le 5e, j'ai réalisé que le silence était leur réponse. La pièce jointe que j'avais envoyée n'était pas vindicative. C'était une présentation simple et tranquille de la vérité. Des photos, des emails, des messages de groupe, tous annotés de dates et de courtes notes montrant à quelle fréquence j'avais été laissé de côté ou remplacé. Elle se terminait par une phrase « Je ne veux rien de vous. Je veux juste que vous me voyiez ». Apparemment, même cela était trop. Quand je suis allé visiter la maison de mes parents le week-end suivant, papa n'a pas ouvert la porte. C'est maman qui est sortie, les bras croisés, la voix tendue mais calme. « Émile, a-t-elle dit, il est peut-être préférable que tu prennes un peu de distance pendant un certain temps. » Tout le monde est bouleversé. Bouleversé, ai-je répété. Parce que j'ai dit la vérité. Elle a soupiré comme si j'étais un enfant posant une question à laquelle elle n'avait pas le temps de répondre. Tu as mis tout le monde mal à l'aise. Tu as fait pleurer ta sœur. Ce n'était pas juste. Je l'ai fait pleurer? Son expression s'est durcie. Elle a toujours essayé de t'inclure, Émile. Tu n'apprécies jamais ce que les gens font pour toi. Parfois, tu en attends trop. Cette phrase a atterri comme une pierre dans ma poitrine. J'en attends trop, ai-je dit lentement. Tu veux dire comme m'attendre à être reconnu? À être traité comme un membre de la famille? Ne déforme pas mes mots, a-t-elle dit sèchement. Je dis juste. Tu aurais pu gérer ça en privé. Je l'ai fait, ai-je dit, pendant des années. Elle n'a pas répondu. Elle a juste soupiré à nouveau. La façon dont elle le faisait toujours quand une conversation ne correspondait pas à sa version des événements. Finalement, elle a dit, il est peut-être préférable que tu ne viennes pas avant un moment. Laisse à tout le monde le temps de se calmer. Alors, je suis parti. Ce fut la dernière fois que j'ai vu ma famille en personne pendant plus de 6 mois. Les premières semaines après cela ont été brutales. J'avais déjà été mis à l'écart, pas officiellement, mais subtilement par l'évitement et les excuses à moitié sincères. Mais cette fois, c'était total. Pas d'appel pour mon anniversaire. Pas de SMS de papa pour réparer son ordinateur. Même le groupe de discussion familiale est resté silencieux, comme si j'avais été effacé de l'histoire. Et pendant un moment, j'ai commencé à croire que j'étais peut-être le problème. J'ai rejoué chaque interaction, chaque réunion de famille, chaque moment où j'aurais pu dire quelque chose de mal. Peut-être étais-je trop silencieux, trop sensible. Peut-être aurais-je dû simplement en rire comme toujours. Mais la culpabilité est une chose étrange. Elle vous ronge, mais elle laisse aussi un espace derrière elle. Un espace vide. Et si vous restez avec ce vide assez longtemps, quelque chose de nouveau commence à y pousser. Au début, ce n'était qu'un petit scintillement de paix. Mon appartement était silencieux,
mais c'était mon silence. Personne ne critiquait la façon dont je passais mon temps. Aucune culpabilité de ne pas assister à chaque rassemblement. Pas de rappel subtil que j'étais moins important. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas l'impression de passer une audition pour un rôle dans ma propre famille. J'ai commencé à occuper mon temps différemment. Je faisais de longues promenades après le travail. J'ai commencé à réparer des choses. Pas pour quelqu'un d'autre, mais pour moi. J'ai construit une étagère dont je n'avais pas besoin. J'ai rénové une vieille chaise trouvée sur le trottoir. Ça faisait du bien d'utiliser mes mains pour quelque chose qui n'avait pas pour but d'obtenir l'approbation de quelqu'un. Et quelque part dans ce calme, j'ai redécouvert la seule chose que j'avais oubliée de moi-même. J'étais bon dans ce que je faisais. J'avais toujours été le dépanneur en coulisses de la famille, mais je n'avais jamais vraiment considéré cela comme une compétence. C'était juste attendu. Mais maintenant, sans personne d'autre autour, j'ai commencé à canaliser cette énergie vers quelque chose de nouveau. J'ai commencé à travailler en indépendant, des réparations, de petites constructions sur mesure, des projets domestiques. Cela a commencé modestement, par le biais de voisins et du bouche à oreille. Au début, je ne demandais pas grand-chose, mais les gens ont remarqué la qualité. Ils disaient des choses comme « Tu as un vrai don pour ça » ou « Tu es si patient ». Tu dois aimer ce que tu fais. Et c'était le cas. Pour la première fois, aider les gens ne me semblait pas un fardeau. Cela me semblait être un choix. Un jour, une cliente m'a demandé si je pouvais concevoir quelque chose d'unique, un bureau sur mesure pour son bureau à domicile. J'ai passé une semaine à dessiner des idées, à mesurer des angles, à expérimenter des finitions. Quand je l'ai livrée, elle était sans voix. Elle en a parlé en ligne, taguant ma petite page d'entreprise secondaire que j'avais créée à contre-cœur un mois plus tôt. En une semaine, j'ai eu 6 nouvelles commandes. À la fin de 3 mois, cette entreprise secondaire était devenue quelque chose de réel. Je l'ai appelée « deuxième cadre ». En partie à cause du thème du travail du bois, mais surtout parce que j'avais l'impression de construire enfin une seconde vie, une qui me convenait. Pourtant, il y avait des moments où la solitude me frappait durement. Anniversaire, fête, tranquille dimanche matin où j'aurais instinctivement tendu la main vers mon téléphone et me serais souvenu que personne n'allait envoyer de SMS. Puis, une nuit au début du printemps, j'ai reçu un message de papa. Ce n'était pas long, juste « J'espère que tu vas bien. Ta mère est toujours bouleversée. Julie est enceinte. » J'ai fixé l'écran pendant longtemps. J'ai tapé « Félicitations » et je l'ai supprimé. J'ai tapé « Dis-lui que je la félicite » et je l'ai aussi supprimé. Finalement, j'ai juste verrouillé mon téléphone et je suis resté assis là en silence. Une partie de moi voulait revenir, prouver que je ne gardais pas rancune. Mais l'autre partie, la partie plus silencieuse, savait que rien n'avait changé. Il me voyait toujours comme le problème, pas comme le produit d'années d'ignorance. Alors, je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je me suis plongé dans le travail. J'ai passé mes soirées à poncer du bois jusqu'à ce que mes mains me fassent mal. Mes nuits à dessiner des modèles que personne ne critiquerait jamais. C'est devenu une thérapie d'une certaine manière. Moi contre le grain. Moi, transformant quelque chose de brisé en quelque chose de nouveau. Plus je construisais, plus je me sentais léger. Quelques mois plus tard, j'ai été invité à exposer mon travail à une foire artisanale locale. Je ne pensais pas que cela intéresserait grand monde, mais à ma surprise, les gens s'arrêtaient, admiraient, posaient des questions. Un blogueur local a même présenté mon stand, écrivant « Il y a quelque chose de profondément humain dans le savoir-faire d'Émile. Son travail dégage une force tranquille. » Cette phrase m'est restée. Force tranquille. C'était tout ce que j'avais passé des années à essayer de cacher parce que ma famille voyait le calme comme une faiblesse. Mais maintenant, des inconnus le voyaient comme de l'art. Lentement, mes journées ont recommencé à se remplir. Commandes, projets, des gens qui appréciaient ce que je faisais. Mon monde n'était pas grand, mais il était réel. Il était à moi. Puis, une nuit, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. Quand je l'ai fait, c'était Julie. Sa voix était douce, incertaine. « Salut, Émile, c'est moi. » Je n'ai rien dit. « Je sais que je suis probablement la dernière personne dont tu veux entendre parler » a-t-elle continué.
Mais je voulais dire que je suis désolé pour tout. Je suis resté silencieux. Elle s'est précipitée. Maman et papa ne comprennent pas ce que tu as fait, mais moi, je comprends maintenant. Je comprends vraiment. J'ai relu ce fichier et ça. Ça m'a brisé. Honnêtement, tu avais raison. Nous t'avons traité comme si tu n'existais pas. Sa voix s'est brisée. Je viens d'avoir le bébé la semaine dernière. Elle s'appelle Ella. Et quand je la tenais dans mes bras, tout ce à quoi je pensais, c'était à quel point je voulais qu'elle se sente vue. Je ne veux pas qu'elle se sente un jour comme toi. Quelque chose s'est serré dans ma poitrine. Je ne demande pas pardon, a-t-elle dit rapidement. Je voulais juste que tu saches que je le vois maintenant. Et je suis désolé. Pendant un long moment, tout ce que j'entendais, c'était sa respiration à travers le téléphone. Puis j'ai dit doucement, merci. C'était tout. Nous avons parlé encore quelques minutes. Maladroit, hésitant, mais réel. Elle m'a envoyé une photo du bébé après. Pour la première fois depuis des mois, j'ai souri. Après cet appel, quelque chose en moi a de nouveau changé. J'ai réalisé que je n'avais pas besoin de l'approbation de ma famille pour être entier. Mais entendre Julie prendre ses responsabilités, même un peu, a été comme refermer une blessure que je portais depuis des années. Je ne suis pas retourné vers eux précipitamment. Je n'ai pas imploré la réconciliation. Au lieu de cela, j'ai continué à vivre, à travailler, à construire. Quelques mois plus tard, l'une de mes créations a été présentée dans un magazine régional. Puis, une plus grande publication m'a contacté pour une interview. Ils ont appelé mon histoire, l'artisan qui a trouvé la paix dans le silence. C'était étrange de voir mon nom imprimé. Pour une fois, il n'était pas en arrière-plan. Je n'ai pas envoyé l'article à ma famille, mais je savais au fond de moi qu'ils le verraient un jour. La nouvelle voyage. Et quand ils l'ont fait, je n'avais pas besoin de leurs éloges ou de leur validation car pour la première fois de ma vie, je n'avais pas besoin qu'ils me voient. Je me voyais déjà. Pourtant, la vie a une façon de revenir en arrière quand on s'y attend le moins. Des mois plus tard, j'ai reçu un autre message, cette fois de Marc. Juste 5 mots, il faut qu'on parle. C'est urgent. Au début, j'ai pensé l'ignorer. Mais quelque chose dans son ton, court, sérieux, inhabituellement humble, m'a fait hésiter. Quoi que ce fût, il ne s'agissait plus de fierté. C'était quelque chose de plus profond. Et je n'avais aucune idée que la conversation que nous allions avoir changerait tout. Non seulement pour moi, mais pour toute la famille. Quand le message de Marc est arrivé, il faut qu'on parle. C'est urgent, je l'ai fixé pendant près d'une heure avant de répondre. Je ne savais pas si je devais être curieux, méfiant ou simplement fatigué. La dernière fois que mon frère avait dit que quelque chose était urgent, il s'agissait de le sortir d'un pétrin qu'il avait créé, en prenant le blâme pour quelque chose qui n'était pas de mon fait. Mais le ton de ce message était différent. Court, mal à l'aise, pas sa confiance habituelle. J'ai finalement répondu, que se passe-t-il? Il a répondu immédiatement, peut-on se rencontrer? Juste toi et moi. S'il te plaît. Le « s'il te plaît » a attiré mon attention. Marc ne disait pas « s'il te plaît ». Alors, par curiosité et par prudence, j'ai accepté. Nous avons décidé de nous retrouver dans un petit café près de la périphérie de la ville, un terrain neutre. Il pleuvait, une bruine lente et constante qui brouillait tout à l'extérieur. Je suis arrivé en avance, me suis assis dans le coin et ai regardé la porte. Marc est arrivé, secouant la pluie de sa veste, les yeux cherchant jusqu'à ce qu'il me trouve. Il avait l'air différent, moins sûr de lui, ses cheveux plus longs, sa confiance habituelle remplacée par une tension que je n'avais pas vue depuis des années. « Salut », a-t-il dit doucement. « Salut. » Nous sommes restés silencieux quelques instants. Finalement, il a dit, « Je sais que je suis probablement la dernière personne que tu veux voir en ce moment. » « Tu n'as pas tort, ai-je dit. »« Alors, de quoi s'agit-il » ? ?»« C'est à propos de papa, » a-t-il dit. Mon estomac s'est serré. Quoi à son sujet ? Il ne va pas très bien en termes de santé. Je n'ai pas répondu. Il a des vertiges, des douleurs thoraciques. Le médecin dit que c'est le stress, mais je pense que c'est plus que ça. Et je pense que ce qui s'est passé avec toi, ta lettre, le dossier, ça a déclenché beaucoup de choses. Maman est distante.
Julie parle à peine. Et papa, il est silencieux. Vraiment silencieux. Je me suis penché en arrière. Une partie de moi voulait se sentir coupable, mais une autre partie chuchotait, tu n'as pas causé ça. Tu l'as juste exposé. Marc a passé une main dans ses cheveux. Écoute, je sais que nous t'avons traité comme de la merde. Je ne vais pas enjoliver les choses, mais papa reste notre père. Et si quelque chose arrive, je ne veux pas qu'il aille dans sa tombe en pensant que nous sommes brisés comme ça. Brisés, ai-je répété doucement. Marc, nous sommes brisés depuis des années. Tu ne l'as juste pas remarqué avant que cela ne devienne inconfortable. Il a hoché la tête lentement. Tu as raison. Je ne l'ai pas remarqué, mais je le remarque maintenant. Il m'a parlé du petit dîner que maman organisait pour la retraite officielle de papa. Elle a dit qu'elle ne t'invitait pas, mais je pense que tu devrais venir, a-t-il ajouté. J'ai ri, un rire court et sans humour. Tu penses que je devrais me présenter sans invitation à un dîner dont j'ai été explicitement exclu? Oui, quand tu le dis comme ça a l'air fou, a-t-il admis. Mais pense-y. C'est ta chance de leur montrer qui tu es devenu. Non pas pour te vanter, juste pour leur montrer que tu n'es pas la même personne qu'ils avaient l'habitude de rejeter. Je l'ai étudié. Quelque chose de sincère sur son visage. Une vulnérabilité que je n'avais pas vue auparavant. Pourquoi maintenant, ai-je demandé. Parce que je pense que papa le regrette. Il regarde parfois tes anciens projets comme s'il essayait de défaire le passé. Quelque chose s'est tordu en moi. Alors pourquoi n'a-t-il pas appelé? Fierté, a dit Marc simplement. Nous sommes tous trop fiers, trop têtus, trop effrayés. Ce mot, effrayé, a plané dans l'air. Les jours suivants, je n'ai pas pu m'en défaire. Retourner dans cette maison semblait impossible. Mais rester silencieux pour toujours me semblait pire. Puis une pensée m'a frappé. Si j'y retournais, je n'y retournerais pas en tant que fils oublié. J'y retournerais en tant qu'homme qui avait construit une vie qu'il ne pouvait pas ignorer. Alors, j'ai commencé à me préparer, non pas de manière dramatique, mais méthodiquement, comme tout bon artisan. J'ai contacté Claire, une amie journaliste qui m'avait interviewé quelques mois plus tôt. Elle m'avait dit, si jamais tu fais une exposition publique, j'adorerais la couvrir. Je lui ai dit que je préparais quelque chose. J'ai loué un petit entrepôt au centre-ville. Poussiéreux, au plafond, poutres apparentes, parfait pour un atelier, et éventuellement une exposition. Je me suis plongé dans la construction non seulement de meubles, mais d'un environnement qui reflétait mon histoire, mes compétences, ma patience et mon ascension de l'invisibilité. J'ai invité d'autres artistes locaux à exposer leurs œuvres aux côtés des miennes. C'est devenu un événement collaboratif, la vitrine, deuxième cadre. Lorsque le communiqué de presse a été envoyé, Claire s'est assurée qu'il parvienne aussi à ma famille. Julie a envoyé un SMS en premier, « Waouh, Émile, je viens de voir l'article sur ton exposition. C'est incroyable. » Puis est venu un autre message. Maman l'a envoyé au chat familial, tout le monde en parle. Tout le monde, y compris ceux qui m'avaient ignoré pendant des mois. Je n'ai pas répondu immédiatement. Plus tard, j'ai envoyé un court message au groupe de discussion familiale, vous êtes tous les bienvenus à l'exposition vendredi prochain. Les portes ouvrent à 18h. Pas de signature, pas d'explication. Pendant 2 jours. Rien. Puis, tard mercredi soir, papa a répondu, fier de toi, mon fils. Nous serons là. Je l'ai fixé. Je ne l'ai pas supprimé. Les 48 heures suivantes ont été comme se tenir au bord d'un précipice. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Confrontation, petite conversation gênante ou hostilité. Mais je n'avais plus peur. J'avais déjà vécu l'invisibilité. Il n'y avait plus grand-chose à perdre. Le soir de l'exposition, l'atelier bourdonnait d'excitation. Les invités déambulaient dans l'espace, posant des questions, prenant des photos et s'émerveillant devant le savoir-faire. Je me déplaçais parmi eux, expliquant la signification de chaque pièce. Chaque conversation me rappelait que ma valeur avait été construite par mes propres mains et mes efforts, et non par leur reconnaissance. Puis je les ai vus, ma famille, regroupée près du mur du fond, fixant la caisse à outils gravée du mot « héritage ». La main de papa reposait dessus, traçant les courbes. Le visage de Julie était pâle, l'arrogance de Marc disparue,
remplacé par une gêne mal à l'aise. Le sang-froid de maman s'était fissuré. Ses yeux parcouraient la pièce. Je me suis dirigé vers la petite scène, tapotant le microphone. La foule s'est tue, sentant quelque chose de différent. Merci à tous d'être venus ce soir, ai-je commencé, ma voix calme et délibérée. Ce n'est pas seulement une exposition de meubles. Chaque pièce représente des années d'apprentissage, de patience et de persévérance. Mais les leçons les plus importantes ne sont pas venues des livres ou des mentors. Elles sont venues de personnes qui m'ont sous-estimé, ignoré ou supposé que je ne me défendrais jamais. J'ai cliqué sur la télécommande. Des images ont défilé sur le mur. De vieilles photographies, des emails, des SMS, des preuves de chaque contribution qu'ils avaient ignorée. Chaque moment où j'avais été effacé. Ma famille s'est figée. La mâchoire de papa s'est serrée. Les yeux de Julie se sont écarquillés. Le visage de Marc a rougi. Les mains de maman se sont serrées et desserrées. Ceci, ai-je dit, en montrant les images, c'est à quoi ressemble l'invisibilité. Et ceci, ai-je ajouté, en ouvrant le fichier suivant, c'est à quoi cela ressemble quand quelqu'un refuse de rester silencieux. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas accusé. J'ai simplement présenté la vérité. Calme et indéniable. Puis j'ai diffusé une courte vidéo, des extraits de moi travaillant dans l'atelier, concevant, assemblant, enseignant à d'autres, riant tranquillement tout en construisant ma propre vie. La dernière image affichait, c'est la personne que nous avons choisi d'ignorer. Et c'est la vie qu'il a construite quand même. Le public était captivé. Ma famille, silencieuse, regardant, confrontée à un reflet qu'il ne pouvait ni déformer ni rejeter. Des semaines plus tard, les conséquences ont été subtiles mais irrévocables. Julie a posé des questions sur mes projets. Marc a reconnu mon travail dans la conversation. Maman et papa ont visité mon atelier en silence. Pas de grands gestes, juste de la reconnaissance. Je n'en avais pas besoin, mais c'était à eux de la donner maintenant. La vraie vengeance n'était pas la punition. C'était la révélation. Calme, délibérée, indéniable. Ils devaient voir la vérité, et je l'avais construite de manière à ce qu'ils ne puissent pas l'ignorer. J'ai passé mes doigts sur la caisse à outils une dernière fois et me suis murmuré, je n'avais pas besoin que quiconque me voie. Mais maintenant, ils le font enfin, et pour la première fois, je le crois. La vengeance silencieuse était complète. La nuit de l'exposition était électrique, chargée d'une anticipation tranquille que je n'avais pas ressentie depuis des années. Les invités déambulaient dans l'atelier, murmurant des éloges sur le savoir-faire, prenant des photos des pièces et me posant des questions sur les choix de conception. Je me déplaçais parmi eux, guidant quelques-uns à travers le processus, expliquant les histoires derrière les veinures du bois, les angles, le métal recyclé. Chaque interaction renforçait la vérité que je construisais depuis des mois, je n'avais pas besoin de la validation de ma famille pour connaître ma valeur. Je la possédais déjà, et maintenant le monde entier aussi. Puis je les ai vus. Maman, papa, Julie et Marc s'étaient postés près du mur du fond, près de la caisse à outils étiquetée « Héritage ». La main de papa s'attardait sur le bois poli. Ses doigts traçaient chaque courbe comme s'il se souvenait de tous les moments qu'il avait autrefois partagés avec moi et qu'il avait tenus pour acquis. Le visage de Julie était pâle, ses mains serrées devant elle. L'arrogance habituelle de Marc avait disparu, remplacée par une posture maladroite et défensive. Même le sang-froid de maman avait vacillé, ses yeux allant des invités à mon travail. Je savais que le moment était venu. Je me suis dirigé vers la petite scène au centre de la pièce, tapotant le microphone. La foule s'est tue, sentant quelque chose de différent dans le ton de ma voix, non pas de la célébration, mais de la délibération. Calme, calculé. Merci à tous d'être venus ce soir, ai-je commencé, laissant mon regard balayer lentement la pièce. Ce n'est pas seulement une exposition de meubles ou de design. Chaque pièce ici représente des années d'apprentissage, de travail et de patience. Mais certaines des leçons les plus importantes ne sont pas venues des livres ou des mentors. Elles sont venues de personnes qui m'ont sous-estimé, ignoré ou supposé que je ne me défendrais jamais. J'ai laissé un silence s'étirer. Le silence était palpable. Même ma famille l'a ressenti. Les doigts de Julie se sont serrés sur la sangle de son sac à main. Marc s'est déplacé maladroitement. Les lèvres de maman se sont pressées en une ligne mince.
Les mains de papa reposaient sur la caisse à outils comme s'il se préparait à l'impact. J'ai passé beaucoup de temps à être ignoré, ai-je poursuivi, laissant les mots rouler lentement, soigneusement, à être censé servir en silence, à aider en coulisses, à rester invisible pendant que d'autres prenaient la vedette. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était mon rôle. Que c'était ma place dans cette famille. Je les ai regardés, laissant les mots s'installer avant de délivrer la partie qui cimenterait mon message. Puis j'ai réalisé quelque chose, ai-je dit, d'une voix ferme. Être invisible n'est pas seulement injuste. C'est un choix que d'autres font pour vous. Et la seule façon de reprendre votre place est de la prendre vous-même. J'ai cliqué sur une petite télécommande dans ma main. Instantanément, un projecteur a illuminé le mur derrière moi. Des images ont commencé à défiler. Des photographies de mon enfance, des photos de papa et moi construisant la caisse à outils. Julie souriant à la caméra pendant que je tenais un projet que j'avais restauré pour elle. Marc se tenant fièrement à côté d'une maquette que j'avais construite pour lui. Toutes annotées de courtes légendes documentant chaque acte, chaque contribution, chaque moment ignoré. La foule a murmuré, les yeux écarquillés. Ma famille s'est figée. La main de papa est tombée de la caisse, sa mâchoire se serrant. Les yeux de Julie se sont écarquillés, et le visage de Marc a rougi d'une teinte trop foncée. Les doigts de maman se sont serrés et desserrés, la façade calme se fissurant. Ceci, ai-je dit, en montrant les images, c'est à quoi ressemble l'invisibilité. Et ceci, ai-je ajouté, en ouvrant le fichier suivant, c'est à quoi cela ressemble quand quelqu'un refuse enfin de rester silencieux. Les images sont passées à des emails, des SMS et des lettres scannées. Tous factuels, tous indiscutables. Mes contributions créditées uniquement à d'autres. Des projets effacés de la mémoire. Des moments minimisés ou rejetés. Le public était silencieux. Le poids des actions de ma famille était maintenant indéniable. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas accusé. J'ai simplement présenté la vérité. Calme, claire et impossible à réfuter. Julie a chuchoté, Émile, mais ça sonnait petit, faible. Marc a secoué la tête, marmonnant, je ne savais pas. La voix de papa était presque méconnaissable, je n'avais pas réalisé. Maman a ravalé sa salive, brisant enfin son silence, Émile, mais... J'ai levé une main, l'arrêtant au milieu de sa phrase. Non, ne. Pas encore. Écoutez d'abord. J'ai laissé le silence s'étirer encore quelques secondes avant de reprendre la parole. Je n'ai pas besoin de vos excuses. Je n'ai pas besoin qu'on me dise que j'ai raison. J'ai juste besoin que cela soit vu. Tout le monde ici, invités, voisins, clients, l'a vu. Et maintenant, vous aussi. Il n'y a pas eu de confrontation dramatique, pas de cris, juste le calme, lourd et indéniable. Pour la première fois, ma famille était confrontée à un reflet qu'elle ne pouvait ignorer, ni déformer, ni rejeter. Puis vint la dernière partie du plan. J'ai cliqué à nouveau sur la télécommande. Une courte vidéo a été diffusée sur le mur. Des images que j'avais enregistrées au cours des derniers mois. Moi dans l'atelier, ponçant une table, polissant la caisse à outils, assemblant une chaise. Il y avait des extraits de moi concevant, riant tranquillement en travaillant, parlant à Claire de l'exposition, coordonnant des bénévoles, approuvant des articles de presse. C'était un documentaire de ma vie au cours de la dernière année. Ma résilience, mon talent, ma transformation du fils invisible en quelqu'un qui avait construit une vie, une carrière et une présence qui ne pouvaient être niées. Le public était hypnotisé. Certains invités essuyaient des larmes de leurs yeux. Ma famille ne bougeait pas. Ils ont regardé en silence stupéfait la vidéo se terminer par les mots « C'est la personne que nous avons choisi d'ignorer. Et c'est la vie qu'il a construite quand même. » Je suis descendu de la scène, marchant lentement vers la caisse à outils. Les yeux de papa ont rencontré les miens. Il n'y avait pas besoin de mots. Il a compris l'ampleur de ce que j'avais créé, ce que j'avais fait sans leur approbation, sans leur soutien, et malgré leur rejet. La voix de Julie s'est brisée, Émile, je n'avais jamais réalisé. Marc a regardé le sol, marmonnant, je n'arrive pas à croire que nous. Les mains de maman ont tremblé alors qu'elle couvrait sa bouche, les larmes lui montant aux yeux. J'ai souri faiblement, un sourire tranquille et victorieux. Ni cruel, ni vantard, juste ferme.
La satisfaction calme de quelqu'un qui avait pris le contrôle d'un récit qui lui avait été volé depuis longtemps. La nuit s'est terminée par des félicitations des invités, des questions sur des commandes et des invitations à collaborer. Ma famille s'est attardée près de l'entrée, regardant les autres me célébrer ouvertement, leur présence maladroite et petite en comparaison. Ils ne pouvaient pas interrompre. Ils ne pouvaient pas revendiquer de crédit. Ils ont été forcés de témoigner de la réalité de ce que j'avais accompli par moi-même. Et à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose d'important. La vengeance n'est pas toujours une punition. Parfois, c'est une révélation. Montrer aux gens la vérité de telle manière qu'ils ne puissent pas prétendre qu'elle n'existe pas. Les regarder confronter leur propre choix en silence peut être bien plus puissant que n'importe quelle dispute, n'importe quelle confrontation, n'importe quel spectacle dramatique. Des semaines se sont écoulées. Les conséquences ont été subtiles mais indéniables. Ma famille ne m'a pas contacté immédiatement, mais la dynamique avait changé de manière irrévocable. Julie a commencé à poser des questions sur mes projets. Genuinement curieuse, prudemment respectueuse. Marc a cessé de faire des blagues sur le leadership et a commencé à reconnaître mes contributions dans la conversation. Maman et papa ont visité mon atelier en silence. Pas de fanfare, pas de grands gestes, juste une présence, une reconnaissance timide de ce que j'étais devenu. Je n'ai pas exigé leur approbation. Je n'en avais pas besoin, mais c'était à eux de l'offrir maintenant. Et ils l'ont fait par petits à-coups, mesurés, prudents, sincères. La partie la plus satisfaisante n'était pas qu'ils aient dû admettre que j'avais eu raison depuis le début. Ce n'était pas que j'avais enfin une famille qui me voyait ou que j'avais prouvé quelque chose. La partie la plus satisfaisante était que je l'avais d'abord prouvé à moi-même. J'avais transformé des années de négligence et de rejet en opportunités. J'avais construit non seulement un atelier, une vitrine ou une entreprise, mais une vie que personne ne pouvait amoindrir. J'avais pris ce qu'ils avaient essayé d'effacer et l'avais transformé en preuve de ma propre valeur. Et je l'avais fait tranquillement, délibérément, avec patience et précision. Cette nuit-là, quand le dernier invité fut parti, je suis resté seul dans l'atelier, l'odeur de sueur et de polish flottant dans l'air. J'ai passé mes doigts une dernière fois sur la caisse à outils, souriant aux mots gravés, héritage, et j'ai murmuré, non pas à quelqu'un en particulier, mais à moi-même, je n'avais pas besoin que quiconque me voie, mais maintenant ils le font enfin. Et pour la première fois de ma vie, je l'ai cru. La vengeance silencieuse était complète. Les balances équilibrées, non pas par la colère, mais par le pouvoir de la vérité et le travail de mes propres mains. Et cela, j'ai réalisé, était la victoire la plus satisfaisante de toutes. Je me suis dirigé vers la porte, et éteint les lumières et suis sorti dans la nuit. La pluie avait cessé. Les lumières de la ville se reflétaient sur les rues mouillées, scintillant comme si elles connaissaient le poids de ce qui venait d'être accompli. Et je me suis senti plus léger, plus fort, imparable. Aucun mot ne pouvait défaire ce que j'avais construit. Aucune excuse, aucune explication, aucun acte de contrition ne pourrait jamais l'effacer car cette fois, j'avais tout construit pour moi et c'était